Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'édition de l'entretien de ce jeudi reçoit M. Smail Cheikhun, président du conseil d'affaires algéro-américain. M. Cheikhun, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Il y a une actualité algéro-américaine à la fin de la foire internationale d'Alger. Il y a une série de mémorandums d'accord qui ont été signés entre les entreprises, entre les parties algériennes et les parties américaines, grâce au travail de votre institution, le conseil d'affaires. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, un peu plus précisément, le contenu de ces accords? Ils ont porté sur, évidemment, le secteur de l'agriculture et principalement dans des domaines bien précis, en l'occurrence les semences de pommes de terre, l'élevage de vaches laitières pour la production de lait, et également la culture fourragère, l'élevage de bovins pour la viande, l'engraissement, et également le machinisme, l'irrigation, et donc ce qui concerne en général toute l'agriculture. Alors concrètement, ces accords ont mis en place, ont mis en phase des entreprises américaines et des acteurs algériens. Exact. Il y a eu d'abord une signature avec la partie gouvernement algérien, avec la société SGDA Proda, qui, avec l'État, donc, il est question de faire des fermes pilotes et intégrer le système américain. Alors du côté algérien, qui va représenter l'État? C'est le Proda. C'est la société d'État Proda, qui est une SGP, et c'est eux qui ils vont, avec la partie américaine, utiliser certaines de leurs fermes pilotes, puisque c'est eux qui détiennent énormément d'assiettes de surface, d'assiettes de terrain, près de 80% de celles qu'ils ont. Est-ce que... Alors là, il s'agit de production de bassins laitiers. Hein? Oui, laitiers, céréales, pommes de terre et viande. Rassurez-nous, Monsieur Cheikhun, est-ce qu'il n'y a que des acteurs publics dans la partie algérienne? Il n'y a pas d'acteurs privés? Si. Alors là, c'est sur les 6 mémorandums d'entente, un seul est avec l'État, les 5 autres sont avec des privés. Je vous dis rassurez-nous, parce que la partie américaine, j'imagine que c'est des privés. C'est des privés, strictement privés. Bien sûr. Vous savez, c'est le capitalisme à outrance, il n'existe pas d'État. L'État ne fabrique, ne fait rien du tout. C'est un gendarme, un régulateur pour justement réguler. Alors, qu'est-ce qui nous permet, on va parler tout à l'heure de précédents accords de ce type, mais qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui, qu'est-ce qui vous permet, vous, Monsieur Cheikhun, d'être un peu plus optimiste pour la mise en œuvre de ces protocoles d'accord par rapport à ceux qui ont été signés auparavant et qui n'ont toujours pas été tout à fait mis en œuvre? Qu'est-ce qui vous permet de dire que ça va aller plus vite cette fois-ci? Exact. Nous avons eu le plaisir de visiter plusieurs régions ici en Algérie, celle du Nord, puisqu'on a fait Saïda, Mascara et Skikda, Annaba, Constantine. Et on est allé également au Sud et on a fait El Oued, on a fait Biskra, on a fait Adrar et tout ça. Donc, qui fait que, après discussion avec tous ces agriculteurs, et les Américains ont constaté que ces gens-là voulaient produire un peu mieux et qu'ils voulaient réellement un partenaire qui puisse les aider à aller pour les larges productions. Et c'est pour ça qu'immédiatement, les privés, c'est les premiers d'abord, ils ne trouvaient aucun inconvénient à aller travailler avec eux pour développer de larges productions. Mais quand on parle aussi d'élevage de vaches laitières, il faut signaler une chose, c'est que tous ces accords sont signés un petit peu en avance. On a mis un peu les charrues avant les bœufs, oui. À cause nous attendons l'accord gouvernemental qui doit signer un protocole d'accord qui va permettre à la vache américaine de rentrer en Algérie. Ce qui n'est pas encore le cas. C'est ça. Et les semences aussi, puisque les semences, elles doivent passer par un procédé d'homologation qui dure 2 ans. Donc, si vous voulez, on s'est dit, entamant ce mémorandum d'entente, allons-y vers la joint venture, puisqu'ils sont d'accord de travailler même sous la loi du 51-49. Et le temps de mettre en place la structure elle-même avec tout le business plan, ça prendra 3-4 mois. Ça sera peut-être le temps où on espère avoir cet accord signé entre les 2 gouvernements et qui va permettre ainsi donc de ramener aussi bien des vaches laitières et également
de ramener de l'insémination, parce qu'il est question de faire de l'in vitro, donc de la reproduction tout animale. Ça animal, et c'est pour ça que c'est tout ça qui va faire qu'on voulait gagner du temps. On veut gagner du temps. Alors gagner du temps, on va peut-être encore redire un mot tout à l'heure sur cet accord à l'échelle gouvernementale, mais auparavant à l'échelle micro. Qu'est-ce qui peut justifier qu'un investisseur américain, qu'une entreprise américaine délocalise une partie de son activité ou fasse un investissement dans un pays aussi lointain que l'Algérie, dans la filière de la semence de la pomme de terre ou dans la filière du lait? Alors qu'a priori, il n'y a pas encore d'intérêt ici. Bien sûr. Non, il faut savoir une chose d'abord, dans le contexte américain. Ils ont subi une crise économique très importante aux États-Unis, principalement les 6 dernières années. Une récession qui a pris beaucoup de temps à revenir à un niveau espéré. Il faut chercher du business. Beaucoup d'entreprises, spécialement les petites et moyennes entreprises, sont obligées d'aller chercher du business en dehors des États-Unis. Les agriculteurs également veulent aller exploiter à l'international parce que je ne dirais pas que le marché est saturé aux États-Unis, mais il arrive à saturation puisque, vous savez, il y a une concurrence forte là-bas qui fait que tout le monde développe, tout le monde produit. Et donc, ceux qui sont un peu visionnaires vont chercher à l'international. C'est un redéploiement. Et quand on se redéploie à l'international, au niveau du globe, on essaie de voir des pays d'abord où il y a une stabilité politique. C'est le premier critère? C'est le premier critère, stabilité politique, parce que, évidemment, il y va de la sécurité des gens à même voyager, à visiter le pays. Donc, premier critère. Le deuxième, est-ce que c'est un pays en voie de développement avec une aisance financière? Et ensuite, est-ce qu'il y a énormément de ressources humaines? Est-ce qu'il y a un fort potentiel dans le marché du consommateur? Bizarrement, l'Algérie remplit toutes ces conditions. Absolument. Puisque... Donc, en principe, on devrait être un peu plus attractif. Et on l'est déjà. Je pense qu'avec... Vous trouvez que l'Algérie l'est suffisamment? Elle commence, pas suffisamment, mais avec un peu plus de communication, on ferait on serait en tête de file. Alors, métier par métier. Semence de pommes de terre, il y a eu des tentatives de produire localement de la semence de pommes de terre pour réduire les importations. Je crois que ça dépassait 200 millions de dollars. Enfin, ça fait quelques années que c'était à ce niveau-là. Il y a des intérêts qui vont être touchés avec un développement d'une production en Algérie de la semence de pommes de terre. Vous pensez que ceux qui exportent vers l'Algérie vont se laisser faire, vont laisser rentrer des producteurs américains? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'on va les déranger. Mais les déranger d'une manière assez, je dirais, plus scientifique, hein, parce que je pense qu'il est temps maintenant que les Algériens, ou du moins les agriculteurs, puissent utiliser des variétés à fort rendement. Jusque-là, et c'est un peu étonnant que 80% des agriculteurs ici utilisent la même variété, une variété très ancienne. Qui est imposée par les importateurs. Absolument, qui date de 1967, en réalité, cette variété. Alors, je vous arrête tout de suite. Monsieur Chichoun, le fait que la variété que les laboratoires américains, que l'agro-industrie américaine propose pour la semence de pommes de terre soit plus évolutive, donc plus performante, ça a laissé dire, vous me le disiez tout à l'heure, à certains journalistes qu'il s'agirait d'OGM et vous dites que ce n'est pas des OGM. Non, ça n'a rien à voir avec l'OGM, du tout. Ça n'a absolument pas à voir avec l'OGM. C'est juste des créations de nouvelles variétés, des variétés qui existent, toutes celles qui rentrent ici en Algérie, il y en a plusieurs. Le seul souci, c'est que c'est pourquoi 80% utilisés uniquement par une seule. C'est vrai que l'Algérien veut à tout prix, il aime toujours avoir une grosse pomme de terre blanche et qui soit très large. De préférence. De préférence. Mais sauf que le rendement de cette variété n'est pas fort. Vous savez, c'est du 35 à 40 tonnes l'hectare, alors que le marché demandeur et les variétés américaines, c'est du entre 100 à 120 tonnes l'hectare. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vers ces variétés. Ensuite, les Américains de nos jours, ils proposent déjà, pour les multiplications de certaines générations, ils proposent la G3, troisième génération. Celle qui rentre actuellement, c'est de la multiplication de la SE à la E, qui est les dernières générations. Ça veut dire qu'avec le temps, elles subissent des résistances, et avec possibilité même de voir certaines maladies, etc. Donc c'est très difficile. C'est pour ça qu'on ne vient pas pour déranger un business quelconque, mais disons apporter au moins des nouvelles variétés qui vont permettre
de produire suffisamment pour réduire l'importation. C'est véritablement dans ce contexte. Très bien. On a vu que dans la production laitière, un des vis-à-vis des Américains était donc l'entreprise publique qui a des grandes étendues de terre, la holding. Dans le cas de la semence de pommes de terre, qui sont les acteurs algériens? La même chose, il y a Proda également, mais ensuite il y a tous les autres privés, ceux qui sont déjà dans le business de la pomme de terre, hein, qu'ils soient à l'est, qu'ils soient au centre, à l'ouest et au sud. Et ils ont tous signé des accords avec eux, ceux qui produisent actuellement pour introduire ces nouvelles variétés. Ça, c'est pour ça que je dis, c'est bien, puisque tout le monde a voulu essayer, parce qu'il est question de les essayer tout de suite, en attendant les tests qui sont faits d'une manière réglementaire à partir du CNCC, qui est en charge de homologuer ces nouvelles variétés, qui prennent à peu près 2 ans. Donc, c'est pour ça qu'on espère d'ici. Est-ce que vous avez une visibilité sur la signature de cet accord intergouvernemental qui va permettre de... Oui, je pense que les accords sont excellents entre l'Algérie et les États-Unis et que, au contraire, tout le monde a gagné. Si l'Algérie a gagné, c'est pour son marché national, réduire l'importation, et les Américains, c'est ce qu'on appelle une aide aux exports. C'est comme ça qu'ils aident l'économie américaine, c'est que leur entreprise aille à l'exportation vers l'étranger et au marché étranger. Donc, c'est pour ça que tout le monde y gagne. Hein. Monsieur Chikhoun, au début de cet entretien, je vous ai dit, est-ce que vous êtes plus optimiste que pour ce type d'accord, cette dernière génération d'accords, que pour les accords précédents? Alors, je faisais référence aux accords sur la biotechnologie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce n'est pas encore abouti? Mais je pense que c'est un projet très complexe. Très complexe parce que on parle de biotechnologie. Biotechnologie, je vais vous donner un exemple. Une compagnie leader, sans faire de la publicité, elle est d'ailleurs unique au monde. Vous parlez de Pfizer? Non, c'est Amgen. C'est la compagnie qui ne fait que de la biotechnologie, des produits innovants. Leur site de production dans le monde, c'est 2 sites aux États-Unis, dans le monde entier. Parce que c'est de la haute technologie, c'est pas quelque chose qu'on peut délocaliser. Par contre, nous pouvons lancer toute une politique de recherche et développement. Parce que, vous savez, développer une nouvelle molécule, ça prend du temps, entre 5 à 10 ans, et c'est coûteux. Ça coûte en moyenne $1 milliard. Donc, toutes les compagnies pharmaceutiques qui sont un petit peu dans la biotechnologie, qui veut dire traitement du cancer, traitement du diabète, de l'hypertension, etc., dépensent annuellement plus de $125 milliards en recherche et développement. Les compagnies pharmaceutiques, ce qu'elles dépensent pour la fabrication des médicaments ne représente pas plus de 5% de leur chiffre d'affaires. C'est pour vous dire que les 95% vont dans la recherche et développement. Et il faut améliorer et innover pour une nouvelle molécule qui sera meilleure que celle existante dans n'importe quelle pathologie. Et par conséquent, il faut beaucoup de chercheurs. Il faut des chercheurs et des chercheurs, en général, ceux qui finissent un cursus universitaire et comment on les appelle là-bas aux États-Unis, tout frais. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore, si vous voulez, intoxiqués par des problèmes. Des réflexes professionnels qui peuvent... Alors, les plus innovants, ce sont ceux qui sortent de l'université. Et tout de suite, c'est ceux-là qui ont des idées, c'est ceux-là qui peuvent les mettre en place. Donc, il faut tout de suite les mettre dans un incubateur, dans un centre de recherche. Et c'est ce que nous voulons développer. Donc, c'est pour ça que c'est un projet très ambitieux. On est quand même surpris que les Américains aient choisi de tenter de faire cela en Algérie. Nous, en tant que journalistes, quand on regarde un peu le contenu du partenariat Algérie-États-Unis, quand on voit biotechnologie, on se dit est-ce que c'est sérieux parce que c'est quand même de la haute technologie. Les Américains choisissent de délocaliser. C'est vrai que les coûts peuvent être concurrentiels en Algérie, mais bien sûr. Vous savez, le plus ancien des pôles biotechnologiques, c'est bien Boston aux États-Unis. Il a un siècle. Il gère les 2 Amériques. Ensuite, le deuxième qui est venu, c'est celui de l'Europe, c'est Dublin. Il a 50 ans d'âge. Le tout dernier, Dublin gère l'Europe, évidemment, le tout dernier, c'est Singapour. C'est le plus agressif, parce qu'il a mis en place, ça a pris 30 ans
ce que l'autre a mis pour un siècle et l'Européen 50 ans. Donc lui, il s'est servi un petit peu des exemples et des expériences pour éliminer les obstacles et aller vite à attirer tous ces investissements. Parce que ce qu'il fait maintenant, il attire un grand pourcentage de ces 125 milliards dépensés. Ils sont dépensés à Singapour. Aujourd'hui, Singapour est une petite île. Elle n'a plus où aller. Vous savez, ils achètent du sable en Malaisie Pour gagner sur la mer. pour gagner sur la mer. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont été très agressifs. Ils ont même mis des campus universitaires de MIT, de Harvard, à Singapour, donner, si vous voulez, un cluster plus performant que celui de Dublin et celui de Boston. Dans le cadre du cluster des biotechnologies en Algérie, c'est quand même l'État qui est totalement engagé, parce que là, les partenaires privés ne... Est-ce que c'est pas pour ça que ça traîne? Ça fait quand même perdu 3 ans. Exact. D'abord, ça a pris du temps pour qu'ils comprennent exactement tout le projet lui-même, parce que c'est la première fois qu'un tel projet est proposé à l'Algérie, je vous ai dit encore une fois, et qui est multisectoriel. Parce que quand on parle de recherche et développement pour des médicaments, là vous avez le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Industrie et le ministère du Travail, parce qu'il est question de rembourser, c'est de la sécurité sociale pour rembourser ces produits. Donc, chez nous, ça a pris un peu de temps pour mettre en place un comité interministériel. Par la suite, il fallait également mettre en place, sur la partie américaine, aussi ils se sont entendus sur la feuille de route à proposer pour la partie algérienne et la mettre en place, et qui fait que c'est dommage, c'est bien dommage, j'ai dit on a perdu 2 ans, mais on aurait pu, si on était au même rythme de Singapour, je pense qu'aujourd'hui on serait déjà avancé un petit peu à mettre en place dans chaque université un incubateur avec des experts américains et pouvoir, si vous voulez... Parce que le modèle, c'est un modèle essaimé, comme ça, éclaté entre plusieurs universités. Il n'y a pas un pôle où on intègre, où les clusters sont proches les uns des autres. Oui, le principe, parce que, vous savez, Dubaï a fait un cluster et il ne fonctionne pas. Parce que c'était une ville, à Dubaï. Non. Il faut, si vous voulez, reprendre le même schéma de plusieurs clusters, parce que vous ne pouvez pas ramener tous les étudiants à Alger. Oui. Puisqu'il voulait faire ça, c'est d'Abdallah, c'est bien de le faire, mais qu'il aurait été un headquarters. Mais sinon, il faut faire ça à Oran, à Constantine, à Annaba, à Ouargla, Biskra. Donc il faut créer cette culture d'un cluster. Cluster qui veut dire qu'il faut qu'il y ait l'entreprise, il faut qu'il y ait l'université, le laboratoire de recherche, l'incubateur et l'industrie. Les sociétés qui vont par la suite fabriquer, etc. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre en place. C'était Abdallah est en train de devenir un pôle plutôt de fabrication. En ce moment, oui, puisque tout de suite, de Sanofi, il y a un seul incubateur, et ça ne suffit pas. Un incubateur, il faut qu'il y en ait plusieurs. Il faut qu'il y ait cette attractivité des jeunes, quand ils finissent leur cursus, avec l'idée d'aller faire un business plan et de démarrer une start-up. L'idée de ce que nous voulons, c'est que ces start-up soient orientées vers la biotechnologie. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu l'avenir. C'est l'avenir dans le sens où il est question de médicaments innovants. Et sachant que l'Algérie, avec une population de 40 millions d'habitants, plus, il faut tenir compte qu'il y a des nouveaux-nés. Il y a près de 950 000 nouveaux-nés par an. Donc, vous avez vu qu'il y a une démographie assez importante. Et par conséquent, il va falloir penser à développer sa propre molécule ici. Ça va prendre du temps, parce que c'est des molécules qui reviennent très chères. Est-ce que vous sentez en concurrence avec d'autres grands laboratoires soucieux de délocaliser, d'installer en Algérie leur recherche et développement? Non. Non. Il s'agit de tous les laboratoires pharma, c'est-à-dire toutes les grosses corporations qui font déjà du médicament et celles qui sont en plus vers la biotechnologie. Il n'y a pas que les Américains, parce qu'il y a également les Suisses, il y a les Anglais, il y a les Français, il y a tout ça associé. Et c'est tout ce monde-là qu'il faut mettre dans un cluster. Et c'est comme ça que nous voulons utiliser, puisqu'on a su que l'Algérie possédait au moins 48 universités. Il y en a une par
wilaya, certains en ont 2 ou 3, et qu'il y a au total un peu plus de 20 000 chercheurs. Donc ces 20 000 chercheurs-là, il faut commencer maintenant à leur ramener des experts à point de les utiliser principalement, encore une fois, vers cette recherche-là. On va se projeter vers l'avenir, M. Smail Chikhoun. Est-ce qu'il y a une petite chance de voir les géants de la Silicon Valley venir un jour en Algérie? Ça sera... On parle du Haïti, évidemment. Oui. Alors, la Silicon Valley, il faut que je vous dise une chose, c'est que les grands leaders actuellement de la Silicon Valley, c'est des Américains, mais principalement d'origine algérienne. Il y en a beaucoup. Il y a quelque temps, c'était une prédominance d'hindous et de Chinois, mais leurs gouvernements respectifs, de la Chine et de l'Inde, ont très bien réagi puisqu'ils ont intéressé les gens qui avaient des positions assez importantes au niveau des grandes corporations. Je citerai Google, Facebook, HP, Cisco, Intel, Xilinx. Ils ont pris ces leaders-là pour créer leur propre Silicon Valley, à Bangalore, en Inde. Et ils leur ont offert le même salaire. Le même salaire. Ils ont fait la différence entre celui qui allait, si vous voulez, qui est à l'excellence et qui rajoute une valeur ajoutée. Ils ont mis le paquet pour lui dire, vous avez un salaire en Californie, on vous donne le même, venez juste chez vous, tout simplement. Vous êtes en train de nous dire qu'ils ont été supplantés par des Algériens? Non, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont partis. Ces gens-là sont partis. Donc, au jour d'aujourd'hui, les Algériens étaient en compétition là-bas avec les Chinois et les Hindous. Maintenant, une grosse partie des Hindous et des Chinois sont partis. Les Algériens sont devenus un peu les leaders maintenant. C'est la référence par rapport à d'autres. Et c'est ce qui fait que nous, ça aurait été bien de les intéresser à venir ici. Mais c'est toujours très difficile d'engager une espèce de programme quelconque contre la diaspora, parce qu'il y a des questions de diaspora, et de les faire intéresser ici à l'Algérie, parce que à partir du moment où l'Algérie ne comprend pas encore qu'il faut, ces gens-là ont quand même un savoir-faire, ils ont une technologie, et ça a un prix. En fait, eux, on n'arrive pas à les ramener, et leurs employeurs, les propriétaires de ces grandes marques aussi, on n'arrive pas à les ramener. Alors, j'imagine que dans le cas d'Intel, de Microsoft ou de Google, le C41-49 peut poser problème pour venir en Algérie. Pour eux, oui. Pour eux, à ce niveau-là, oui. Sincèrement, le C41-49 pose problème parce que c'est des corporations qui ont l'habitude d'aller à travers le monde et de si vous voulez, de s'installer à 100% en ce qui concerne les shareholders. Et leur intérêt est qu'à tout moment, ils aimeraient, comme ils le disent souvent d'ailleurs, d'avoir une facilité à l'exit, c'est-à-dire de pouvoir vendre et de quitter, d'aller vers une autre opportunité. Donc là, le droit de préemption pose problème. C'est ça. Et là, ça pose problème. Et comme il y a une compétition féroce à travers le monde, et ces gens-là vont là où il n'y a pas cette restriction. Je vais quand même vous poser une question précise, M. Chikhoun. Vous êtes quand même assez en contact avec les autorités algériennes. Est-ce que vous les sentez un peu plus sensibles au fait qu'on perd des flux de capitaux qui ne rentrent pas en Algérie à cause de ce dispositif contraignant? Ah ben oui, bien sûr, parce que je vais vous citer un exemple que j'ai vécu moi-même. J'avais ramené une compagnie américaine qui voulait faire de la fibre de glace et il voulait recruter 500 personnes. Et il mettait sur la table 360 millions de dollars. Mais malheureusement, il voulait travailler à 100%. Il ne voulait pas la partie de 49. Et ça n'a pas marché. Moi, je dis c'est bien dommage parce qu'il aurait recruté 500 personnes, il aurait fabriqué de la fibre de verre ici, il aurait exporté, il aurait payé des impôts, il aurait consommé l'électricité qu'il aurait payée. Il aurait d'investissement, s'il ne vient pas en Algérie, s'il doit rester dans la région, il irait où? En Égypte, au Maroc? Il y a des pays qui offrent beaucoup de facilités, beaucoup dans le Moyen-Orient, les Dubaï et le Qatar et tout ça, vraiment c'est des... Sur la fibre de glace. Sur ce contexte-là, où il y a forte, si vous voulez, transfert de technologie par de la haute technologie, ils le font. Ils le font systématiquement, ces pays-là, même d'autres pays au niveau de l'Asie. Et c'est pour ça que c'est bien dommage. Mais sinon,
il y a quand même des compagnies, je ne dirais pas que toutes, mais il y a quand même des compagnies américaines, celles qui sont là, qui ont signé des mémorandums en agriculture, elles ont accepté le C51-49. Hein. Il y a, pour vous dire, il y a près de 114 compagnies américaines qui activent actuellement en Algérie. Le C51-49. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas toutes, mais c'est dommage, c'est-à-dire qu'on aurait eu énormément d'investissements directs. Voilà ce qu'on cherche pour l'Algérie. C'est de l'investissement direct. Et il aurait été très fort s'il n'y avait pas cette restriction et de permettre à les petites et moyennes entreprises de pouvoir, du moins, faire ce qu'elles veulent quand elles arrivent. Elles veulent travailler, veulent vendre rapidement, sortir, revenir. Ça se passe comme ça dans le reste du monde. Donc c'est pour ça que c'est bien dommage, mais on y arrive. Petit à petit. Un accord de libre-échange du type de celui qu'a le Maroc avec les États-Unis faciliterait plus, augmenterait plus les flux d'investissement? Absolument, absolument. Et vous y travaillez? Oui, puisqu'actuellement, ce qu'il y a de bien, c'est que le gouvernement algérien a repris les discussions avec le gouvernement américain après 14 ans d'absence. Parce que 10 ans. Parce que la dernière négociation pour le TIFA, c'était bien en 2004, à Washington, D.C. Et puis ce n'est que l'an dernier, en 2014, que les discussions ont repris. Donc c'est dommage. Là, vous voyez, on a perdu 10 ans. Et c'est là que maintenant, ils ont déjà eu une première réunion, il va y avoir une deuxième bientôt ici en Algérie pour discuter davantage. Et c'est ce TIFA qui prépare pour aller vers le FTA et qui aidera facilement l'Algérie ensuite si elle veut accéder à l'OMC. Monsieur Smaïl Chikhoun, merci beaucoup. Merci d'avoir assuré cet entretien. Merci, moi qui vous remercie.